Bonjour, nouvelle édition du Café Politique sur TV Fil 78. Tous les 15 jours, nous faisons réagir les différents élus, les représentants politiques du département sur les sujets d'actualité, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, voire international. Bonjour Myriam Cornillet. Bonjour. Vous êtes la présidente responsable de l'UNI sur l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, syndicat classé à droite. On va réagir avec vous sur les différents sujets de l'actualité des derniers jours et l'actualité plutôt tragique pour commencer avec ce nouvel attentat, ce qui ressemble pour l'instant à un attentat, même si toutes les confirmations n'ont pas encore eu lieu, qui a touché, endeuillé l'Allemagne, Berlin, sur ce marché de Noël avec plus d'une dizaine de victimes. Quel sentiment vous avez, vous, aujourd'hui, en tant qu'aussi responsable politique? Est-ce qu'il y a aussi une menace qui pèse? Est-ce que toutes les mesures sont prises aujourd'hui pour assurer la sécurité? Est-ce que vous êtes rassuré sur ce point de vue-là, en tant que responsable politique? Tout d'abord, en tant que citoyenne, je ressens déjà de la tristesse et surtout de la colère, car ce sont des victimes innocentes qui ont été assassinées lâchement. De plus, aucune mesure n'a vraiment été prise en compte lorsqu'on entend les responsables politiques allemands qui dénonçaient le manque de policiers sur ce marché de Noël. On peut quand même légitimement se poser la question quand on sait qu'il y a Noël, quand on sait que la menace terroriste est de plus en plus forte, quand on sait, vu les bombardements, ce qui se passe pour la reprise des villes comme Mossoul, Alep, ils ont promis de se venger en Europe, donc il fallait prendre des mesures de sécurité beaucoup plus importantes et beaucoup plus fortes. En France, l'état d'urgence a été prolongé. Est-ce que c'était une bonne idée ? Parce qu'il y a des discussions autour de la prolongation de l'état d'urgence. Il faut prolonger l'état d'urgence à la condition d'y mettre les moyens. Lorsqu'on voit à Nice, encore aujourd'hui, malgré l'attaque du 14 juillet, il n'y a pas suffisamment de sécurité de forces de l'ordre sur place. Lorsqu'on est à Paris, on voit des militaires qui font leur mission et qui sont vraiment là pour nous protéger. Mais on sent encore une menace et on voit qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez de sécurité. Et de toute manière, malheureusement, si un terroriste veut faire une attaque à la voiture piégée, veut faire exploser une bombe via un drone ou autre, il le fera. Donc, soit il faut prendre des mesures de sécurité efficaces, soit on arrête l'état d'urgence et on prend un autre système de sécurité pour les Français. Merci. Aujourd'hui, est-ce que par rapport à cette prolongation d'état d'urgence, c'est toute cette politique de sécurité qui est très présente aujourd'hui, cette thématique de la sécurité, est-ce que ça ne risque pas de vampiriser un peu tous les débats dans le cadre de l'élection présidentielle aussi? Est-ce que c'est pas le risque? Est-ce qu'on n'avait pas peur qu'on en fasse trop sur cette question-là et qu'on oublie les autres préoccupations aussi des citoyens et des citoyennes? C'est une thématique qui importe beaucoup pour les citoyens, mais récemment, dans un sondage, les citoyens ont clairement précisé que les sujets qui les intéressaient le plus, c'était la question sur le chômage, le travail, la fiscalité. La sécurité n'arrivait qu'en troisième position. Donc ça démontrait quand bien même il y a une menace terroriste, quand bien même on veut tous être en sécurité, le travail, la fiscalité, l'emploi seront les thèmes majeurs pour l'élection présidentielle de 2017. Et puisque vous parlez de l'emploi, on va parler d'un autre sujet d'actualité, c'est le SMIC aussi, ce salaire minimum sur le plan social, économie, c'est l'un des événements importants, c'est ce plafonnement puisqu'il n'y aura pas de coup de pouce sur la revalorisation automatique du SMIC. Il y aura une augmentation seulement de 0,95% sur le 1er janvier 2017. On passera de 9,67 € à 9,76 € brut de l'heure. Pas de coup de pouce. Il n'y aura pas eu de coup de pouce sous tout le quinquennat de François Hollande. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous trouvez que justement qu'il n'y ait pas de coup de pouce, c'est normal? Il aurait fallu un petit coup de pouce sur le SMIC? Il aurait fallu un petit coup de pouce au niveau du SMIC. Tout d'abord pour permettre aux ménages de pouvoir consommer, car les ménages consomment de moins en moins, et surtout de leur permettre aussi de pouvoir épargner et de pouvoir vivre décemment. Lorsqu'on voit que les conditions de vie se dégradent en France, quand on voit que les ménages les plus modestes sont de plus en plus dans la précarité, il aurait fallu remonter de manière symbolique le SMIC, à le passer par exemple à 10 € brut de l'heure. Quand bien même je suis plutôt de droite, mais il faut aussi penser aux familles les plus modestes et les familles les plus précaires qui auraient bien voulu avoir un réel coup de pouce. Et cette non-revalorisation, ça vient d'un groupe d'économistes qui conseillent le gouvernement
et qui s'appuyait tout simplement sur la consommation des ménages les plus modestes, ce qui est ridicule. Pour calculer cette revalorisation, il aurait fallu prendre en compte toutes les thématiques, le coût de la vie, tout ce qui englobe la vie d'une personne ou d'une famille. Parce que vous l'avez souligné, votre syndicat est classé à droite, et si on regarde le programme, les éléments de programme pour l'instant de François Fillon par exemple, candidat du centre et de la droite, on est plutôt sur un programme très serré, très rigoureux. Est-ce que François Fillon derrière va lui augmenter, donner des coups de pouce? C'est pas certain non plus. Il le fera, mais de manière mesurée, mais il ne veut pas. Il sait très bien que la pauvreté a augmenté en France. Et nous le savons tous, ça a augmenté de 14%. On voit bien qu'il y a des chiffres qui sont assez alarmants. Mais il fera en sorte d'aider les familles les plus modestes, tout en ayant un programme rigoureux pour permettre un retour à l'équilibre pour les finances du pays. Parce qu'on parle de ce programme, justement, il est encore en cours d'élaboration. Est-ce que vous, à votre échelle, avec votre syndicat étudiant, vous intervenez d'une manière ou d'une autre sur des propositions, des suggestions que vous aimeriez voir portées? Parce qu'on le sait, la jeunesse, les étudiants, c'est toujours important dans une campagne. Donc, nous intervenons juste sur les questions pour l'école, l'université. Ce sont les seules questions sur lesquelles nous sommes demandés. Pour le reste, chacun est à sa place. Il y a des groupes, il y a des spécialistes pour chaque thématique pour élaborer le programme de 2017. Et bien, si on parle des universités, justement, résultats aux examens, palmarès 2017 de la réussite au master qui montre de nombreuses inégalités. Je vais citer quelques chiffres. Sur les 114 491 étudiants inscrits pour la première fois en master première année en 2013, seulement la moitié, à peine plus de la moitié, ont réussi 2 ans plus tard à obtenir ce diplôme. Et les différences sont très nettes d'une université à une autre. Ça veut dire quoi? Que l'autonomie des universités, c'était pas une bonne chose? Que du coup, ça a créé, renforcé des inégalités? Comment vous analysez ces différences? La loi sur l'autonomie des universités était une très bonne chose, mais il aurait fallu que les universités suivent le mouvement en mettant plus de moyens et en proposant des plaquettes pédagogiques beaucoup plus sûres et beaucoup plus pédagogiques. Car lorsqu'on voit les plaquettes dans certaines universités, il y a des disciplines qui sont louables, mais qui ne servent pas, on va dire, qui ne servent pas à grand chose sur le marché du travail. Il n'y a pas de débouché ou le marché est bloqué derrière. Voilà, donc justement, il aurait bien fallu l'autonomie, très bien, mais il aurait fallu avoir un réel suivi de la part des présidents d'université, des directeurs du FR, pour pouvoir avoir une pédagogie sûre et pourquoi pas harmoniser certaines plaquettes sur certains programmes de master en droit, en psychologie ou autre. En médecine, on sait très bien que le même programme est identique pour tout le monde. En droit, que ce soit en droit public ou en droit privé, je parle en connaissance de cause, certaines plaquettes varient d'une faculté à l'autre en fonction pour un même master. Donc il aurait bien fallu avoir une sorte d'harmonisation et surtout donner plus de moyens financiers et personnels pour pouvoir aider ces étudiants. Et par rapport à l'université justement de Versailles 50 ans Yvelines où vous étudiez, quel regard vous avez sur les résultats de cette université? On sait qu'il y a aussi eu récemment encore un mouvement de grève un peu pour dénoncer des moyens qui n'étaient pas forcément ceux attendus par une partie du personnel enseignant. Aujourd'hui, l'université de Versailles 50 ans Yvelines a les moyens d'offrir à ses étudiants de bonnes conditions d'études, de réussir. L'université de Versailles-Saint-Quentin est en très bonne voie et est déjà une très bonne université. Elle se classe 10e dans le palmarès des universités françaises, qui est déjà un très bon chiffre. De plus, il y a quand même une pédagogie qui est mise en place. Tout d'abord, on a déjà la chance d'avoir des enseignants dans n'importe quel UFR qui sont très proches des étudiants et qui savent nous conseiller au niveau de nos orientations, des cours. De plus, il y a les maquettes pédagogiques sont refaites chaque année. Par exemple, pour la fac de droit, il y a un collège de droit qui est fait pour les meilleurs étudiants, pour leur permettre d'exceller, pour concurrencer les autres universités parisiennes, ce qui est une très bonne chose. Mais il y a aussi toute une forme de tutorat pour les étudiants qui sont moyens, mais qui leur permettra de réussir dès la première année. De plus, tout est fait pour la réussite des étudiants au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin, que ce soit de la part des enseignants, que de la part du personnel administratif qui nous facilite pas mal de choses pour les cours, pour les
les options. Donc, Vous parliez de l'intervention de l'UNI sur le programme, l'élaboration du programme du candidat François Fillon sur la partie université et éducation. Quelle est la priorité aujourd'hui sur l'éducation, sur les universités? Qu'est-ce qu'il faut changer? La mise en place de la sélection à l'université. La loi qui est... Dès l'entrée à l'université, dès la première année? Oui. Parce que ça évitera des filières bouchées comme en droit ou en psychologie. On se retrouve avec des amphithéâtres de 500-600 personnes et au bout de 2-3 semaines après, il y a plus de la moitié qui a déserté les bancs de l'université, ce qui va montrer un fort taux d'échec. Si ces étudiants sont orientés dès le départ, après leur bac, dans une filière où ils sont sûrs de réussir, filière BTS, licence professionnelle, licence, master ou autre, ça sera beaucoup plus simple pour ces étudiants à la fois, et ils ne perdront pas une année. Pour les universités, ça évitera des engorgements dans les amphithéâtres et des cours parfois qui sont impossibles à tenir quand il y a 600 personnes dans un amphithéâtre de 400 personnes, ce qui est dommageable à la fois pour l'enseignant mais aussi pour les étudiants. Mais en plus, avoir des étudiants qui sont orientés dès le départ, ça leur permettra d'être sûr d'avoir un bon CV et de trouver un travail assez rapidement. Mais alors qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui sortent du lycée une fois qu'ils ont leur bac, si toutes les filières sont très sélectives? Comment on les accompagne? Il faut aussi une politique d'accompagnement, de meilleure orientation dès le lycée? Dès le lycée, par exemple, en mettant en place des cours d'initiation, de découverte pour ces étudiants. S'ils veulent aller par exemple en médecine, en droit, en psychologie, en lettres, leur montrer ce qu'on attend d'eux à l'université, parce que quand on est au lycée, on est dans une sorte de cocon. On a tout le temps tous les enseignants qui sont derrière nous pour nous dire vous allez faire ça pour tel jour à telle date, alors qu'à l'université on prend notre cours et on sait qu'on a des TD à faire, on a des devoirs, des échéances, mais c'est nous qui nous débrouillons au niveau du planning. Si on apprend aux jeunes lycéens dès le départ, voilà, vous allez devoir faire ça à telle échéance, organisez-vous sur votre temps de travail, voilà ce qu'on attend de vous en fac de lettres, en fac de droit, en médecine. Justement, ça va leur apprendre l'autonomie, mais en plus à savoir ce qu'ils veulent faire exactement. On va continuer à regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'actualité ces derniers jours, et on va parler pas vraiment de transport, mais plutôt de pollution, même si les deux thématiques sont liées, et ça me permettra aussi de souligner qu'aujourd'hui vous êtes seul pour cette émission du Café Politique, mais les autres invités sollicités, représentants de Nouvelle Donne ou encore de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ont eu quelques petits soucis de transport, et ce qui explique aujourd'hui qu'ils ne sont pas présents. Pour en venir donc à cette thématique de la pollution, il y a eu la mise en place de la circulation alternée régulièrement. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? Est-ce que les énergies alternatives sont suffisamment encouragées? Vous, en tant que jeune également, comment vous percevez ce problème-là? Vous êtes, j'imagine, sensibilisé à ça. Est-ce que vous faites attention sur vos modes de déplacement par rapport à la pollution? Tout d'abord, je privilégie les transports en commun à la voiture, ce qui est beaucoup plus simple. Qui fonctionne. Voilà, exactement. Mais après, la circulation alternée, il y a une forme d'hypocrisie qui règne parce qu'il y a des voitures ultra polluantes, on va dire des gros cylindrés de grandes marques, de marques allemandes par exemple, qui peuvent circuler alors qu'elles polluent beaucoup. Donc justement, il faudrait trouver une alternative. Alors, il y a une vignette, un système de vignette qui sera mis en place à partir de la mi-janvier sur Paris et la Grande Couronne. Voilà, où il y aura justement cette incidence en fonction du cylindré, de la marque de pollution, l'impact sur l'environnement. Mais quand on regarde, quand on écoute les informations, les policiers estiment eux-mêmes que la mise en place de la circulation alternée ne peut pas être respectée par tous, car ils n'ont pas le temps de vérifier toutes les plaques. Donc justement, il y aura tout le temps des personnes qui voudront conduire ces jours-là. Et après, il faudrait aussi inciter à ce que le gouvernement mette en place un système pour permettre aux ménages les plus modestes qui ont souvent des voitures à diesel qui polluent beaucoup, et leur permettre de faire une sorte de prime à la casse pour leur permettre de changer. Ça a été le cas il y a quelques années. Voilà, sous Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, justement de leur permettre de changer de voiture avec une aide du gouvernement. Ça leur permettrait à la fois d'avoir une nouvelle voiture, mais en plus de faire une action écologique. On parle de pollution, on parlait des programmes politiques. On a quand même le sentiment que l'environnement n'est pas la priorité des politiques aujourd'hui dans les débats, que ce soit à droite ou à gauche. On en parle assez peu de l'environnement aujourd'hui. De l'environnement et l'Europe, ce sont en général les deux thématiques plutôt absentes des discussions politiques en ce moment. Pourtant, à droite, on en parle beaucoup. L'Europe, on en parle pas mal, parce qu'il y a pas mal de thématiques, comme vous le savez, sur les frontières, sur le dumping social, qui sont des thématiques qui nous tiennent à cœur à droite. Après, l'environnement, on en parle, on a parlé durant la primaire, là on en parle encore.
et tout sera fait pour mettre un programme écologique pour la France. Pour proposer ce programme écologique, ce volet écologique dans le programme donc, du candidat de la droite et du centre, François Fillon, même si à droite il y a d'autres candidats qui depuis se manifestent. On peut notamment citer aussi Henri Guénaud qui aimerait bien y aller, député des Yvelines, qui pourrait se présenter en dehors de tout ça. D'ailleurs, peut-être parenthèse, quel regard vous portez sur ces candidats qui souhaitent se présenter hors primaire et qui appartiennent à la famille, votre famille politique? C'est vraiment dommage car s'ils auraient voulu faire porter leurs idées, leurs programmes comme Henri Guénaud, Michel Alliot-Marie, ils auraient dû faire entendre leur voix durant la primaire. Certains élus, députés comme Jacques Millard, Jean-Frédéric Poisson, quand bien même ce sont des candidats pas très connus du grand public, ont quand même fait porter leur voix. Jean-Frédéric Poisson, lui, était automatiquement... en tant que président du Parti chrétien-démocrate. Pouvait automatiquement se présenter. Mais j'ai bien vu, comme Jacques Millard avait fait, il s'est déplacé dans toute la France pour faire entendre ses idées, il s'est déplacé, il était à La Baule, il était au Touquet. Et justement, comme il a failli avoir toutes ses signatures, mais il a réussi quand même à faire entendre sa voix et ses idées. Et certains candidats sont venus l'écouter ou représentants de candidats sont venus aussi l'écouter. La primaire aujourd'hui, c'est l'actualité de la gauche. Vous en pensez quoi de cette primaire à gauche? On se croirait dans une pièce de théâtre, tout simplement. N'allez pas dire l'inverse, hein. J'imaginais pas l'inverse. Car on voit une forme de bataille d'ego. Il y a eu cette bataille d'ego malgré tout à droite, hein, entre Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. Et c'était moins visible car le mot d'ordre à la fin c'était l'unité. Et on savait, dès le départ, nous avons dit, peu importe le gagnant, nous serons tous rassemblés derrière lui pour le faire gagner en mai 2017 et faire gagner tous nos candidats en juin 2017. Alors là, on assiste avec la primaire de la gauche à une forme de déliquescence du Parti socialiste, car on voit que Jean-Christophe Cambadélis favorise certaines candidatures et pas d'autres. Les règles ne sont pas toujours très claires. Oui, exactement, quand on voit que Gérard Filoche ou Paul Laroutroux de Nouvelle Donne ont été floués pour présenter leur candidature à la primaire alors qu'ils avaient les signatures nécessaires pour se présenter et qui partent demander à Emmanuel Macron qui se dit hors système. Alors qu'il participe à cette primaire et à Jean-Luc Mélenchon aussi qui participait d'ailleurs. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui refuse aussi de participer à cette primaire par loyauté, c'est ce qu'il avait dit, alors que Emmanuel Macron, qui n'est ni militant PS ni autre, est invité cordialement à participer. Une forme d'injustice de candidature à deux vitesses. Bon, pour terminer cette édition du Café Politique, je vais vous demander ce que vous retenez de l'actualité de ces derniers jours. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, que ce soit sur un plan local ou international? Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, hein, c'est aussi Alep. Hein. Voilà, c'est aussi un des sujets importants d'actualité. Mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'actualité actuellement? Il y a deux sujets qui m'importent. C'est à la fois ce qui se passe en Syrie et en Irak, avec l'évacuation des civils qui tarde de jour en jour et ce qui est vraiment triste, et l'attentat de Berlin qui marque encore les esprits et qui nous oblige à être plus vigilants et qui va obliger les politiques à prendre des mesures nécessaires pour protéger tous les citoyens. Merci d'être venu participer à ce Café Politique. Prochaine édition au mois de janvier. Très bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt sur TV Fil.